Voilà, donc je dis bonjour et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Donc on va laisser tout le monde prendre place pendant quelques minutes pour ne pas couper l'intervention de l'un ou l'autre de nos panélistes. Donc on a le plaisir et l'honneur d'avoir Alexandre, Richard et Eric parmi nous qui représente une belle ETI française avec beaucoup de valeur ajoutée dans le cadre d'Eric, qui est managing partner de What's Next Partner, donc une très très belle agence de communication, mais avec toute la modernité qui va avec. On a un leader national avec Swisscom, représenté par Alexandre Hudemorou, qui est vice-président pour toute la partie qu'ils appellent Ouest, c'est-à-dire toute la Suisse romande, avec un budget à faire, alors peut-être qu'il a changé du coup post-Covid, mais qui pré-Covid était de pratiquement un Il a augmenté. demi-milliard de francs suisses. Voilà, on va voir ce que tes ayants droit t'ont donné comme cadeau sous le sapin de Noël à réaliser. Est-ce que c'est une petite colline? Est-ce que c'est l'Annapurna? Est-ce que c'est l'Everest face nord sans oxygène? Et puis, on a un très, très grand groupe leader avec le témoignage de Richard Baudin qui nous parle depuis Londres. Et non, il n'a pas encore été vacciné, même s'il me disait qu'il a eu le Covid dans une version dure, mais ça va, il s'en remet pleinement, donc on s'en réjouit, et qui nous expliquera ce que ça donne dans des grandes multinationales à l'anglo-saxonne, pré-merger, donc là, avec tous ces sujets aussi, j'imagine, d'impondérables. Est-ce que ça ralentit tout? Est-ce que ça accélère? Est-ce que du coup, vous avez taillé la route en profitant finalement avec des moyens importants d'accélérer une digitalisation? Donc, ce sont tous ces sujets qu'on va dialoguer ce soir sur deux angles. Un premier angle de méthodologie, parce qu'on a tous, en tant que chef d'entreprise, autour de cette table ce soir, des objectifs à atteindre et il faut mettre en place des moyens, qu'ils soient humains, qu'ils soient dans la méthodologie, qu'ils soient informatiques. Donc, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait cette année pour votre pipeline commercial? Et puis, on va dialoguer aussi de votre ressenti sur vos marchés et le marché, c'est-à-dire est-ce que j'ai en face de moi des gens au bout du rouleau qui se disent un peu comme en surf, hein, quand tu prends la première vague d'une série dans la tête et que tu n'arrives pas à la surfer, c'est déjà dur. Mais en général, les surfeurs professionnels, ils ont l'habitude de pouvoir tenir 20 ou 30 secondes en apnée parce qu'ils savent devoir, peut-être, quand ils sont notamment à Nazaré au Portugal, tenir deux vagues d'affilée sans respirer. Donc là, voilà, on est dans une deuxième vague, plus molle, plus incertaine, certainement plus longue. Moi, quand on faisait nos causeries lors de la première vague du Covid, la plupart des gens me disaient oui, bon, voilà, la crise, c'est fin 2021, ce sera fini. Et maintenant, la plupart des chefs d'entreprise ou des dirigeants comme vous auxquels je pose cette question me disent oulala, non, maintenant, c'est parti pour 5 ou 10 ans. Pas sur le plan sanitaire, mais sur le plan du recovery ou de la transformation, du basculement, enfin, selon qu'on y met ces termes-là. Donc, eh bien, allez, honneur aux Suisses. Alexandre, comment as-tu réagi face à cette seconde vague et surtout comment vont tes équipes et comment va Swisscom dans son ensemble aujourd'hui, même si vous êtes sur un marché qui, en théorie, est plutôt porteur, puisque les télécoms et bien sûr toute la transformation digitale qui est le nouveau volet que vous mettez en œuvre vont dans le sens d'une modernité. Donc vous êtes plutôt du bon côté de la vague, mais ça c'est la théorie. La pratique, elle est souvent bien éloignée de ce qu'on peut croire. Donc comment vas-tu? Comment vont tes troupes? Comment va Swisscom? Et où vas-tu sur 2021? Alors, merci pour l'introduction, hein, et merci aussi pour l'invitation en fin de soirée. Avec On plaisir. voit que la formule webinar aujourd'hui, c'est la seule formule qui nous permet un peu de sortir et vraiment d'échanger C'est plus que juste, par téléphone, puisque les portes sont un peu fermées c'est pour vrai. voir nos clients, même s'ils sont pas, elles sont ouvertes, on va dire. Donc oui, personnellement, je vais assez bien, mais j'arrive pas à dire super bien, parce que je suis un peu comme tout le monde, plutôt en mode survie, vraiment prendre la vie et goûter la vie avec tous les aspects aussi sociaux qui nous manquent, hein. On est tous un peu des animaux sociaux actuellement, un peu trop pris dans notre cage du home office, on va dire.
Mais ouf, la Suisse, pour l'instant, même si c'est des zones rouges, j'arrive encore, je trouve, à avoir un assez bon équilibre entre l'aspect sanitaire et l'aspect économique. Et côté Swisscom, vous voyez aussi nos résultats, puisqu'on est coté au SMI, donc je ne peux pas vous dire trop Bien de sûr. bêtises. Voilà, vous avez vu que jusqu'à maintenant, on a toujours des résultats qui sont assez solides, et on va dire aussi conformes aux attentes des analystes. Donc, on a effectivement, on va dire, la chance d'être dans un secteur qui est plutôt le secteur qui aide les sociétés à passer la crise, hein, qui est le digital, la numérisation. On dit aussi que le Covid nous a même aidé à accélérer certains projets de modernisation qu'on aurait peut-être fait en 5 ans et qu'on a fait finalement en 3 mois. Donc, ce qui fait que globalement, on va dire, le grand Swisscom passe l'année 2020 sans non plus une croissance, on va dire, ou surtout sans une décroissance, on va dire. Et puis, on voit des différences par rapport aux segments. Donc, moi, mon rôle, comme tu l'as dit, je représente les grandes entreprises. Donc, pour la Suisse romande, aujourd'hui, je gère l'équipe commerciale et back-office qui s'occupe au fait de 400 clients nommés. On fait vraiment de la compte management stratégique. Et on voit que sur notre partie des grands comptes, on a réussi jusqu'à maintenant à bien passer la première vague et aussi la deuxième, où on est plutôt au milieu, comme on le sait, parce qu'il y a aussi l'inertie, je pense, des grands comptes. On va dire, nos grands clients n'ont pas tout à coup changé en quelques mois, même si on a des clients qui sont dans le voyage, qui sont dans l'événementiel, donc ceux-là sont plus impactés que d'autres. Et on voit par contre que nos clients PME, et aussi dans le côté, on va dire, B2C résidentiel, on a quand même dû fermer les shops au mois de mars. Donc oui, forcément, on a été impacté sur nos ventes. On a pu pas mal quand même travailler aussi les clients sur la partie web, sur la partie, on va dire, e-business. Il y a quand même eu une régression là sur 1 ou 2 mois. Et puis, on sent typiquement que la PME a moins d'inertie que le grand compte. Donc, on a vu vraiment un frein sur le marché des PME qui ont aussi été assez rapidement inquiètes du futur, on va dire. Et jusqu'à maintenant, nos grands comptes ont bien tenu. On est quand même plus sur du farming que sur du hunting, globalement. Hein. Et ils ont bien tenu surtout parce qu'ils ont assez vite changé des process. Et typiquement, on a eu beaucoup de demandes de signature digitale sur l'été, surtout avec les banquiers qui n'étaient pas équipés comme ils auraient dû l'être. Aussi pas mal de renforcement des infrastructures pour le home office, ça veut dire tout ce qui est lié aussi au workplace, tout ce qui est lié à Teams. Hein. Aujourd'hui, on vit beaucoup, nous, avec nos clients, avec Teams, beaucoup plus avec Teams qu'avec Zoom, parce que Zoom a quand même certains trous de sécurité, on va dire certaines législations au niveau des corporate accounts où ils ne sont pas acceptés, alors que la solution Teams est beaucoup plus, on va dire, corporate. Donc, ce qui fait qu'on a eu certains secteurs qui ont été en forte croissance et d'autres aussi qui ont été en décroissance ou plutôt des investissements qui sont retardés, on va dire, à 2021. Et donc, c'est un petit peu ma grande question en fin d'année. On va finir 2020 sur les budgets, mais maintenant, est-ce que les projets qui sont prévus en 2021 vont se passer? Et forcément, là, je pense qu'on est très dépendant de ce qui va se passer ce printemps avec les vaccins et puis aussi avec l'économie et on espère forcément pas une 3e vague ou une 4e vague. Donc, je reste optimiste, mais prudent. Donc, en termes de recrutement, on est plutôt à remplacer les personnes, mais non, on n'a pas été massivement recruté ces derniers mois. D'accord, donc plutôt toi une politique de farming active, bien travailler les clients en distinguant les pôles qui reculaient des pôles porteurs sur lesquels vous avez pu accélérer, mais quand même une grosse inconnue sur 2021 parce que voilà, personne ne voit clair. Ok, très, très clair. De ton côté, Eric, donc sur un point de vue de communication, parce que toi tu as aussi évidemment une vision, et tu pourras revenir aussi, Alex, là-dessus, c'est que tu as 400 clients, mais tu as donc des échanges avec eux. Et c'est intéressant parce qu'au travers de vos clients, ça donne, il y a vous et les clients principaux. Donc toi, Eric, dans la communication à Paris, c'est
c'est la sinistrose. Au contraire, tout le monde veut communiquer pour continuer de survivre. C'est des à-coups, c'est hyper violent. Donc, je rappelle que toi, ton groupe, c'est quelques centaines de personnes. Donc, c'est déjà une très belle agence de communication, mais c'est tout petit en même temps. Donc, une grosse bourrasque, toi, elle peut t'arracher une équipe de 10 ou 20 personnes, voire plus sur un compte. Donc, j'imagine que toi, tu fais plus face à des vents contraires immédiats de gestion qui viennent pondérer ton action commerciale sur l'accélérateur. Donc, ça donne quoi? Première vague, deuxième vague et projection sur 2021? Alors, merci Jean-Charles, c'est ravi de pouvoir échanger avec vous et c'est toujours intéressant d'avoir dans ces périodes d'incertitude des éclairages qui viennent d'un peu partout, donc c'est très précieux. L'éclairage que je peux donner donc de Paris pour donc une entreprise en effet qui est dans le B2B donc, et qui on va dire, est sur le secteur de la communication, c'est que nous, on est sur un marché difficile et qui a été très difficile en 2020, qui s'annonce très difficile en 2021. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on a une visibilité sur le revenu des agences sur 2020. On est à une baisse moyenne de 22% à peu près sur l'année 2020. Et alors, chez WNP, on a la chance d'être moins touché que ça, donc c'est plutôt bien. On n'a pas d'activité événementielle, donc par exemple, on est beaucoup sur le digital, beaucoup sur la communication corporate, le design, mais pas l'événementiel. On a quand même quelques grands clients, par exemple, dans le monde du voyage. On travaille pour Air France, on travaille pour Accor. Eux sont particulièrement touchés. Après, il y a des gens qui ne le sont pas vraiment. Weight Watchers, qui vendent des régimes, ne l'est pas vraiment. Donc, le confinement, au contraire, a tendance à faire prendre des kilos. Donc, eux sont plutôt, on va dire, pour l'anecdote, on va dire dans une position favorable donc, et en croissance sur l'année 2020. Donc, je disais moins 22%. Donc, c'est difficile. Ça veut dire que beaucoup d'agents souffrent. Et on souffre aussi, un peu moins encore une fois, mais on n'est pas dans une situation sereine. Et puis, pour donner une perspective, alors je voudrais vraiment être optimiste et je suis un optimiste de nature, mais si je dois, on est aussi un très bon poste d'observation de ce qui se passe, parce que là, on regarde, on parle des budgets de communication sur l'année 2021. Et si je dois donner la tendance que je vois moi, que je vois avec mes grands collègues, je parlais avec le patron de la plus grosse agence média parisienne, donc il y a pas plus tard que 2 jours. Et lui, il me disait que la tendance est à moins 30 sur 2021. Donc, ça veut dire que, on va dire, il ne faut pas estimer, il ne faut pas penser que la reprise va se faire de façon immédiate. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Ça veut juste dire qu'il y a une très, très grande prudence aujourd'hui. Il y a on va dire, il y a vraiment des politiques budgétaires qui sont faites, j'allais dire, c'est du zéro budgeting, c'est-à-dire on prend des hypothèses basses, très conservatrices. On ne veut pas avoir de mauvaises surprises et puis on va essayer et on se dit qu'on va construire là-dessus. En tout cas, pour nous, en termes de communication, ça veut dire qu'on part sur des scénarios qui sont pas simples, qui sont plutôt tendus sur 2021. Mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Et il y a par contre des éclaircies. Les éclaircies, c'est que notre marché, il est en train de bouger. Il y a des attentes différentes. Donc, quand un marché bouge, quand il y a des attentes différentes, je ne parle pas simplement de la digitalisation. La digitalisation sur notre marché, c'est une évidence et nous, on la vit, on va dire, tous les jours. C'est même, on va dire, l'essentiel de notre activité. Mais je parle de tendances peut-être plus fortes. Par exemple, la RSE, on va dire, cette tendance-là est très, très forte. Et ces tendances-là, forcément, c'est comme tu faisais une analogie avec les vagues de surf. Oui. C'est les vagues qui passent et qu'on travaille à saisir. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc, il y a des opportunités, il faut les saisir. Mais globalement, marché très difficile en 2020 et marché qui ne s'annonce pas super évident en 2021. D'accord. On reviendra aussi sur la manière du coup dont tu organises ton pipeline, tu vois, commercial et tes équipes. Et notamment, moi, j'ai pas mal de mes clients à Paris qui disent allons sur le French Tech 120, puisque c'est des entreprises qui ont levé des fonds et qui, elles, vont avoir du cash et doivent, ils ont l'espèce d'obligation technique par le fait que les fonds doivent sortir à 5 à 7 ans de dépenser. Donc voilà, là, il y a de nouveau des opportunités, mais tout le monde risque d'aller au même endroit. Donc de nouveau, Blue Ocean, Red Ocean,
on y reviendra tout à l'heure. Je passe la parole à Richard, comme ça on fait un premier tour de feeling et puis on revient après sur de la technique. Merci Eric. Donc Richard Baudin depuis Londres, j'ai l'impression d'être le général de Gaulle. Richard Baudin. Non, pas encore. Un peu plus de formalité. Qui va nous sauver. Donc, Willis, Willis, c'est un colosse, hein, Willis Towers Watson, tu réexpliqueras parce que tout le monde ne connaît pas. C'est des grands groupes que les gens dans ces spécialités connaissent, mais redis quand même un mot du groupe dans lequel tu es et de tes fonctions très transverses. En plus, c'est un groupe qui est pré-merger. Donc là, on a typiquement le grand colosse anglo-saxon sur des tendances en théorie longue. Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est comme un porte-avions où il est capable d'avancer tout droit dans des vagues de 40 mètres? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un petit radar qui s'est déclenché, ça a mis les moteurs en rade et tout le monde est sur le porte-avions en disant attends, on avance encore pendant 30 km, mais après, on ne sait pas où on va. Donc, comment ça va pour Willis et surtout aussi sur ton marché, les deux points de vue qui m'intéressent. Merci Jean-Charles, merci à tous d'ailleurs c'est effectivement une belle opportunité. Effectivement, pas encore vacciné, peut-être bientôt, mais enfin, je n'appartiens pas encore à la catégorie à risque et comme je l'ai déjà eu, ça me protège peut-être un petit peu. Willis Towers, donc on est dans le courtage, d'assurance, mais aussi dans le conseil en aussi bien risque que capital humain. Par exemple, on fait de la gestion d'asset management, on fait de la gestion de fonds de pension, etc. On est un groupe qui fait 9 milliards de chiffre d'affaires, 45 000 personnes dans le monde, avec surtout une présence Europe et Amérique du Nord. Et effectivement, comme tu le disais, Jean-Charles, dans un contexte non seulement économique particulier, dans un contexte industrie particulier, puisqu'en fait, il y a combiné avec l'effet Covid, on voit depuis un an un retournement du marché de l'assurance qui est absolument colossal. Et je suis sûr que vous avez tous vu des augmentations sur vos assurances maison, voiture, etc., sans parler des assurances business, puisqu'en fait, il y a vraiment et tout ça sous la pression des régulateurs, mais aussi du marché. Et parallèlement, en plus, on fusionne avec un autre gérant du business qui est E.ON, qui fait lui 11 milliards de chiffre d'affaires pour donner à l'issue, si les autorités américaines et européennes et bien d'autres régulateurs nous donnent leur accord, parce qu'en fait, on attend encore ces décisions. Donc, on est closing. Alors, nous, effectivement, on va dire la chance d'être dans un business qui est le marché de l'assurance. Et c'est vrai que le marché de l'assurance, tout le monde a besoin de l'assurance, mais il n'en reste pas moins qu'effectivement la crise touche quand même, puisque des clients sont impactés. Et je pense que là où on voit, bien évidemment, tu prenais l'exemple du paquebot, et c'est sûr qu'on on s'en sort plutôt bien en 2020. Je pense que 2021 c'est là où on va voir tout l'effet. On est dans un business à cycle long. Et je pense que dans cette crise, on voit tout l'impact de la gestion du pipeline. Et que effectivement, nous, nos affaires, on les conclut en 18 mois, 2 ans, voire 3 ans. Et là, on va avoir un vrai trou dans les pipelines. Alors, on discutera après de ce qu'on fait pour le remplir, pour le gérer. Mais je pense qu'on le verra plus en 2021 plutôt qu'en 2020, ce qui fait que effectivement, nous, la croissance, alors il y a des aspects positifs qui sont, bien évidemment, les coûts sont moindres parce qu'il y a moins de voyages, etc. Mais il est clair que 2021, on va avoir l'impact pipeline. Ce qui est intéressant, c'est que en fonction, en fait, c'est une crise qui est intéressante, c'est qu'on a certaines parties du business qui sont extrêmement impactées et d'autres parties du business qui, au contraire, ont des croissances très, très fortes. Parce que, bien évidemment, on sert peut-être la moitié des compagnies aériennes dans le monde. Situation très difficile.
En revanche, on a beaucoup d'équipes qui travaillent énormément sur tout ce qui est risque cyber, qui est un des risques les plus fortement émergents dans cette crise, du fait de la position de nombre croissant de personnes qui travaillent de la maison avec des protections qui n'étaient pas prévues pour ça. Donc un risque cyber qui explose et sur lequel on a besoin de déployer justement des services d'autant plus importants. Ou par exemple des services, d'ailleurs puisque moi je mène mon rôle, outre le fait de m'occuper de grands comptes globaux, c'est aussi de diriger le développement de toute la partie analytics à l'extérieur des États-Unis, en fait. Où là, il y a vraiment une explosion parce qu'en fait, dans ce retournement de marché, les attitudes des clients sont d'autant plus. En fait, certains clients se posent littéralement la question, est-ce qu'il faut que je sois assuré? Donc, quand on a cette question-là, il faut qu'on équipe nos clients des mêmes outils de décision qu'un souscripteur, qu'un AXA, etc., etc. Et donc, dans ce sens-là, il faut qu'on les accompagne pour leur donner une dimension, une prospective actuarielle de la même manière que le souscripteur va l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les souscripteurs aujourd'hui ont moins de temps. Tout se passe par avant. Vous connaissez peut-être pas forcément les marchés de l'assurance, mais ça se passe beaucoup sur le relationnel. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, avec la journée avant, on pouvait saucissonner en beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a un call d'une demi-heure, une call d'une heure, etc. Donc, le temps est d'autant plus compté pour les souscripteurs et ils ont tendance à moins différencier les risques. Ce qui fait que c'est à nous d'aider nos clients à se différencier avec justement des outils beaucoup plus pointus, beaucoup plus analytiques. Donc, nous, dans la partie data analytics, on est en pleine croissance. Donc, en fait, c'est là où, en fonction des services, et c'est sûr, c'est l'avantage d'un grand groupe qui couvre l'ensemble des risques qui puissent exister pour les business, pour les industries, pour les pays, puisqu'on est dans 169 pays. On a cet effet portefeuille qui joue en notre faveur, bien évidemment. 2021, oui, je pense que ça va être bon. Il y a déjà la fusion qui devrait se réaliser si nous obtenons les accords. Donc, je pense qu'une année de fusion, c'est une année de transition. Rien de nouveau à ça. Je pense on a des bons portefeuilles et des clients et on va certainement. Tu parlais tout à l'heure de clients. Je pense que naturellement, en fait, moi, ce que je vois, c'est on va se focaliser sur de la pénétration. Et deux, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce que je disais sur l'aspect cyber, mais il y a bien d'autres choses, l'analytique, on va se focaliser sur le développement innovation, c'est-à-dire de pousser, d'accélérer le déploiement d'innovation qui aujourd'hui, pour des entreprises qui naviguent à vue, qui, en fait, et c'est là où on va voir ce retournement en début d'année prochaine. Il y a encore un mois, les entreprises n'avaient pas de visibilité. Elles ne savaient pas quand le retour à la normale serait. Aujourd'hui, on parle aux clients, on commence à voir, ça va se passer en Q2, on va dire. En Q2, on sait que les choses vont reprendre. Comment gérer cette réouverture? Quels sont les risques qui vont être associés à cette réouverture? Comment est-ce qu'on planifie? Comment est-ce qu'on se prépare, etc. Donc, en fait, il va y avoir justement une dynamique intéressante sur laquelle il va falloir qu'on accompagne les clients là-dessus. Merci, ça donne aussi le panorama global dans ce marché. Et c'est vrai que le risque, sa mesure est fondamentale. Et c'est vrai que cette notion aussi de data, j'en parlais avec quelqu'un d'Accor ce matin, où leur data analyst et toute l'analyse de ces données vont permettre peut-être de dégager des tendances un peu plus tôt et de retrouver de la visibilité à l'intérieur de l'invisible ou de l'insondable. Là, on a un premier sondage qui est parti justement et qui va nous faire la transition pour savoir si justement sur 2021, les personnes qui nous écoutent étaient plutôt en faveur d'accélérer leur effort commercial, notamment dans un investissement avec plus de commerciaux. Et on a presque les 70%, 70%
du panel qui va dans ce sens-là. Et c'est ma deuxième question à vous tous, c'est par rapport à ça, après on viendra sur l'humain, parce que dire à des commerciaux d'accélérer, c'est une chose, mais arriver à les faire accélérer s'ils ont peur et qu'ils ne croient pas, c'est une autre chose. Et on viendra sur cet aspect de ressenti humain derrière. Mais donc, si on reprend, Alexandre, comment est-ce que tu as géré tes commerciaux? Parce que du coup, tu en as, et c'est un peu visiblement la même chose avec Richard, ceux qui sont sur les parties qui montent, c'est comme de l'air chaud. Si tu es dans l'air chaud et que tu fais rien, tu montes. Si tu es dans l'air froid, tu descends. Donc, tu vas avoir des équipes qui, à travail équivalent, vont monter, d'autres qui vont descendre. Et l'ensemble de tes équipes, c'est dans ton cas quand même un nombre important de personnes, vont avoir non seulement une disparité, mais en plus, tu as dû, et comme nous tous, les gérer à distance. Donc, ça donne quoi sur la manière dont tu as travaillé ton pipeline cette année et pour l'an prochain par rapport à tes équipes et aux moyens que tu as mis en place pour tout simplement les maintenir motivés? Très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'engager un commercial et puis de lui dire, voilà le terrain de jeu, vas-y, quoi. Comme on le sait, il y a beaucoup de portes qui sont fermées, on va dire, ouvertes. Nous, on a engagé 2 commerciaux cette année en Suisse romande. Qui a commencé le 1er mars. Le 13 mars, tout s'est arrêté. Une qui a commencé le 1er octobre. La deuxième vague arrive. C'est vrai que j'ai vraiment les témoignages de ces 2 personnes qui montrent comment elles ont réussi à s'intégrer dans l'équipe, puis aussi finalement à rencontrer leurs clients. C'est vrai que le premier, il a eu ses 14 premiers meetings sur Teams. Donc, il a vu ses clients pour la première fois sur Teams. Il les a revus dans des moments un peu difficiles. D'ailleurs, il m'a dit, je tutoie certains que je n'ai jamais vus physiquement. Donc ça, c'est quand même un petit peu ouf. C'est arrivé en 2020, c'est pas, on va dire, en 1960. Donc, on a pu, grâce à la technologie, garder, on va dire, le télécontact. Ce qui fait que j'ai été plus bien, on va dire, sur l'aspect plutôt reprise de compte. Les personnes ont quand même très bien pu travailler grâce justement à ces meetings virtuels, à ces webinaires. Par contre, forcément, ce qui est très difficile, c'est de faire, on va dire, de l'acquisition froide. Parce que là, voilà, si on a de la chance d'avoir des clients qu'on a continué à faire prospérer, on arrive assez bien à s'en sortir. Si on doit faire de la prospection, c'est très compliqué, quoi. Le call, comme on dit, alors qu'on ne peut pas aller visiter le client, est extrêmement difficile. Et je pense que, on va dire, la meilleure idée qu'on a eue cette année, Swisscom, en fait, on s'est dit ce printemps, on ne va pas faire nos événements physiques habituels. On a toujours un gros événement à l'EPFL, un à Lucerne et un à Lugano. Mais on va en fait faire des Swisscom Business Days. Donc, on a fait ça en novembre. Et au début, on a été très ambitieux sur le programme parce qu'on s'est dit on va faire 4 jours. Pas juste 1 ou 2 webinaires, mais on fait 4 jours. Vraiment 4 jours, on va dire les Digital Business Days de Swisscom. On a pris 4 thématiques actuelles. La cybersécurité, effectivement. Le smart working, la business continuity, tous les plans, on va dire, de repli pour des DRP et autres, et puis l'innovation. Donc, on a mis en place ces événements, et je trouve ce qui est très intéressant maintenant, on va dire, post-événement, quel est un peu l'impact et le résultat. On a eu 4000 visiteurs, alors que normalement, sur nos événements, on va dire, physiques, sur la Suisse, on en a 1500. Donc, on a touché 2,5 fois plus de public et on a fait une forme TV. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en fait, pris notre studio TV à Zurich. On a fait vraiment du live streaming. On partit des sessions enregistrées, vraiment un très haut niveau aussi, on va dire, technologique. Ce qui fait que les sessions étaient très professionnelles, très vécues. On a aussi invité des clients. On a fait des panels un peu comme ce soir. On était vraiment tous au studio. Donc, les gens qui sont venus à l'événement, ils avaient en fait l'impression d'être à la TV. Ils regardaient plus on va dire, une émission TV qu'un webinaire. Et ça nous a bien montré, au-delà du fait que les 4000 personnes qui sont venues ont pu voir des sessions sur le Darknet, sur des thématiques du smart working, sur comment mettre en place une infrastructure à la maison, etc., etc. Et on a surtout une médiathèque qui est à l'événement, c'est-à-dire que
tout ce qui a été vécu en live, pardon, peut être consommé en différé via la médiathèque. En fait, ce qu'on a vu avec ça, c'est que pour nous, c'est vraiment la formule, je pense, événementielle pour le futur. C'est presque un peu comme finalement un match de foot. On va dire, il y a le stade et il y a la TV. Donc, il y a 10 000 personnes dans le stade et 2 millions de spectateurs. Donc là, on avait un petit peu cet effet. On n'avait que des spectateurs puisque le stade était fermé. L'année prochaine, on se dit, nos formules de prospection, on va aussi faire des événements type show TV avec peut-être plus que 200 personnes sur place à l'EPFL, mais peut-être 3000 qui finalement assistent à l'événement via leur webcam. Donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est notre principal axe de prospection, on peut vraiment dire du télémarketing, presque du show TV qui remplace l'événement classique, voire le petit webinaire. C'est un peu la formule qu'on pense poursuivre l'année prochaine. Je vais dans ce sens-là et ça passera la parole du coup de manière fluide à Eric. On a un de nos clients qui est une belle grande banque privée suisse, pas les top 2 mais juste derrière. Et il faisait de très très grands événements, très très haut de gamme dans de grandes stations de ski notamment avec 1000 ou 2000 clients triés sur le volet avec du coup des dépenses lourdes pour que vraiment les clients se sentent accompagnés, etc. Évidemment, ils n'ont pas pu les faire et ils avaient très, très peur que des clients ultra high net worth individuals qui sont habitués au jet privé, etc., trouvent la formule dont tu parlais un petit peu réduite, voire même impossible et incongrue. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en faisant des événements à distance, mais très haut de gamme, avec de très bons orateurs, mais il faut du coup mettre plus d'argent dans le show, entre guillemets, mais en le montant comme un show, ils ont eu même un retour client presque meilleur, parce que le ultra, il est pudique. Donc finalement, le fait d'être avec d'autres et de sortir de cette forme d'anonymat, il le fait parce qu'il a l'habitude de le faire à Gstaad, ou etc., mais pas forcément... de manière volontaire. Et là, paradoxalement, eux, cette formule a été un tel succès qu'ils vont réduire, mais encore plus que ce que tu dis, le physique, pour passer dans un mode pratiquement tout digital. Nonobstant cela, ben, évidemment, hein, c'est toute la question après du lien humain, du lien social. Et si on te passe la parole sur ce sujet, du coup, Eric, toi, par rapport à ce que mettent en place tes clients comme dispositif, est-ce que de ton côté, tu mets en place dans ton équipe commerciale pour ta propre prospection? Toi, j'imagine que ce sont beaucoup les associés qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller voir des clients ou des prospects. Est-ce que vous êtes sur votre pipeline plutôt sur votre pipeline actuel en fidélisation de clients, ou est-ce qu'au contraire, pour anticiper une inconnue totale en 2021, vous êtes en pleine prospection, dans le dur, et si oui, éventuellement dans des nouveaux secteurs dont on parlait il y a quelques instants dans ta première allocution? La réponse, Jean-Charles, c'est les deux, et je vais essayer d'expliquer pourquoi et comment on gère ça. Déjà, on va dire, on parlait d'une année difficile, mais on a fait aussi un choix qui est assez osé, c'est-à-dire que nous n'avons pas, contrairement à pas mal de nos confrères, réduit nos effectifs, hein. On sait que les agences ont tendance Eh oui. à ajuster pas mal leurs effectifs. Bon, ça fait partie du mode de management assez classique de ce type de structure. La plus grosse agence sur notre marché, du groupe Havas, pour ne pas la citer, a fait récemment un plan social de plus de 250 personnes. Donc, ça illustre encore une fois la difficulté du marché. Mais nous, on a choisi de ne pas le faire. Donc, en se disant, en fait, les talents qu'on a, c'est quand même notre première richesse et on espère que les choses vont redémarrer. Et puis surtout, encore une fois, dans nos populations, on a deux types de populations. On a des créatifs, ceux qui trouvent les idées, mais aussi les commerciaux, les consultants, ceux qui gèrent, on va dire, les relations avec nos clients. Et eux se trouvaient par définition un tout petit peu plus libres. Et donc, on leur a demandé de s'impliquer un peu plus aussi avec les associés, mais pas que les associés, dans la prospection commerciale. Donc voilà, en leur disant, écoutez, c'est vrai qu'on fait ce choix et il est important que vous participiez à cet investissement et on a plutôt une très bonne réponse là-dessus. Donc ça, c'est la façon dont on a procédé. Forcément, cet effort-là, il porte d'abord sur les clients.
donc, par définition. Donc, c'est un peu la priorité numéro un. Mais pas que, parce que là, on en revient au bouleversement dont je parlais tout à l'heure. Il y en a deux, hein, principaux, en tout cas sur notre marché. C'est ce qu'on appelle l'émergence du data precision marketing. Pour le faire simple, pendant très longtemps, on parlait, on va dire, au consommateur comme s'il était une seule personne, c'est comme si tout le monde se ressemblait avec un seul message. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça et on sait qu'on doit segmenter. Alors, c'est compliqué de segmenter, mais on peut le faire et c'est même indispensable et ça donne des résultats beaucoup plus puissants. Après, ça demande, on va dire, un vrai changement des modes de travail, une vraie adaptation des méthodes. On a eu de la chance de le faire sur plusieurs clients qui étaient plus pionniers que d'autres sur ces sujets-là. Et donc, voilà, ça, c'est un sujet qu'on va porter, une parole qu'on va porter. Et moi, j'aide les commerciaux à essayer de porter cette parole auprès de nos clients. Certains n'ont pas encore compris l'intérêt de ce type d'approche, mais voilà, donc on est dans l'évangélisation, on va dire, auprès de nos clients et porté par les commerciaux dont je parlais tout à l'heure. L'autre domaine, c'est la RSE, hein, donc la responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, c'est un phénomène de fond, pas juste en France. Les consommateurs attendent des marques responsables, des marques qui améliorent, qui travaillent pour le bien de la société, pour la planète. Et on a une grosse opportunité, c'est que les gens, on va dire, les clients de nos clients attendent ça. Mais globalement, les discours sont assez stéréotypés, les initiatives sont assez proches. Toutes les marques multiplient les engagements, donc chacun y va de sa panoplie d'engagements, mais tout ça se ressemble. Et donc là, il y a une vraie opportunité. On l'a fait pour quelques marques. Nous, par exemple, pour le groupe Danone, on s'occupe d'une marque qui s'appelle Les Deux Vaches, qui est très innovante là-dedans. Donc, des yaourts bio. Et donc, en fait, sur ce sujet-là, on a aussi des approches assez innovantes. Et les commerciaux, là aussi, vont porter ces approches auprès des clients parce que ça intéresse tout le monde. Et encore une fois, il y a des clients qui ne sont pas sensibilisés. Donc, l'effort prioritaire, il porte là-dessus. Et il est porté par les commerciaux de l'agence, les partenaires aussi. Et en même temps, ces deux révolutions, ces deux savoir-faire qu'on a pas mal développé. La RSE, on a développé un programme qui s'appelle What's Next Planet, hein, c'est notre WNP, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment innovant. Là aussi, on va le porter à l'extérieur dans une démarche plus proactive, c'est moins évident. Un de mes camarades disait que le cold calling était plus difficile, pas que dans les télécoms, dans notre métier aussi, il est plus difficile. Et donc, mais on arrive quand même à avoir un certain nombre de rendez-vous et porter ces deux nouvelles offres. Et il y a quand même un intérêt assez fort parce que c'est des mouvements de transformation de fond. Beaucoup de clients se posent des questions, se disent que leur communication va changer, que la période très agitée qu'on vit, c'est une période de bouleversement, qu'il ne faut pas rester dans la routine. Et donc, on a quand même une certaine écoute. Voilà un peu les deux grands axes. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est à la fois auprès de nos clients, mais aussi auprès d'un marché un peu plus large. Et en tout cas, c'est en s'appuyant sur ces deux offres, ces deux expertises assez nouvelles, enfin même plus que nouvelles, et qu'on maîtrise bien, qu'on fait porter notre effort commercial. Ouais, d'accord, donc c'est un effort finalement par le positionnement. Je crois vraiment que cette période n'est pas juste une période de crise sanitaire, c'est pas juste une période où on est resté chez nous, c'est une période qui en fait change pas mal de choses, donc et accélère en tout cas beaucoup de changements. Non pas qu'elle les crée, mais elle les accélère. Nous, c'est ce qu'on voit sur beaucoup de marchés. Et en fait, il faut être là pour aider nos clients à gérer cette accélération, à le gérer au mieux. Et forcément, ça passe par des approches et des méthodes un peu différentes. Une micro-question, est-ce que je rêvais de te la poser parce que je dialogue avec beaucoup de mes amis parisiens et tu es aussi parisien et à Paris. Donc, toi, tu dialogues avec beaucoup plus d'entreprises que la plupart d'entre eux. Et la plupart de mes amis parisiens disent ouais, mais bon, tout ça, ça va repasser. C'est-à-dire qu'une fois que la crise sanitaire et ses relents économiques seront passés, donc peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, on reviendra à la norme passée. Et il y a d'autres personnes dont je fais partie, moi, à titre individuel, qui disent non, il y a des comportements d'achat qui vont bouger, il y a des comportements sociétaux qui vont bouger.
toi, sur un baromètre, je dirais, de changement et de retour à une norme, ou au contraire un new normal qui va faire basculer doucement dans d'autres tendances. Et bien sûr, toi, il y a une partie très sociologique dans ce que tu fais, une analyse pour essayer d'anticiper un petit peu, ou au contraire d'épouser au mieux ce vers quoi vont les marchés. Est-ce qu'à ton avis, c'est back to normal complet dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou au contraire un vrai basculement vers un consommer moins, vers plein de thèmes qu'on entend tous, mais toi, là, je demande plus l'avis à la fois du professionnel, parce que c'est ton métier, mais l'avis d'Éric Delannoy, il est lequel là-dessus? Un cynisme de personnes expérimentées qui sait que de toute façon, je paraphrase, mais c'est de la com, et finalement, hop, après, le thème changera, ou est-ce que là, cette fois, non, par rapport à, et j'en profite aussi, comme on est tous seniors autour de cette table, c'est pas la première crise qu'on vit. Est-ce que pour toi, c'est another one, un peu plus dur, un peu plus pénible, ou est-ce que non, là, il y a quelque chose à aller chercher qui va faire un axe de pivot? Alors, c'est une Question complexe, hein, mais question bon. complexe, Jean-Charles, Ouais. très complexe, et je vais essayer d'y répondre avec beaucoup de modestie. Je ne crois pas au back to normal, vraiment, absolument pas. Je pense que beaucoup d'indicateurs qu'on a montrent qu'il y a eu des basculements sur un certain nombre de choses dans les façons de faire, dans les façons j'allais dire, si on réfléchit un petit peu, la façon de travailler a changé et de façon assez incroyable. Aujourd'hui, je présente demain un dossier à une grande entreprise, ce qu'on appelle un pitch dans notre métier. Ça se faisait toujours en physique, dans les salles, dans les boardrooms. Aujourd'hui, ça se fait, on va dire, de façon virtuelle. Ça change beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est devenu un nouveau normal. Donc, je pourrais multiplier les exemples. Celui-là est un petit peu anecdotique, mais je pourrais multiplier les exemples de ce type de changement. Donc, je ne crois pas au back to normal. Je ne crois pas non plus à l'immense révolution, parce qu'il y a des marchés où, en fait, les choses ne bougent pas, qui sont assez, on va dire, assez insensibles à ces changements-là. Mais si tu me donnais une échelle de 1 à 10, je mettrais 7 plus pour, on va dire, dans une perspective de changement. Je rajouterais à ça quand même on observe une grande rationalité du client, du consommateur, une grande rationalité sur la gestion de sa consommation. On s'aperçoit que les gens plus âgés réduisent beaucoup plus la consommation que les gens plus jeunes. Donc, il y a des phénomènes, on va dire, c'est assez rationnel, c'est assez prévisible, mais ce n'est pas toujours ce qui se passe. Et donc, ça aussi, ça va avoir un impact aussi sur des marchés qui vont, pour certains, se rétrécir, bouger, et donc sur lesquels il faudra, des marchés qu'il faudra approcher différemment. Donc, je pense qu'il y aura des comportements différents. Et il y aura des marchés qui vont rétrécir ou au contraire augmenter. Et là, ça va demander des approches qui sont aussi assez différentes. Mais globalement, plutôt, ça fait à peu près 30 ans que je travaille. J'ai vu quelques crises avec des sources un peu différentes, de nature différente. Je crois sincèrement qu'il y a plus de modifications, on va dire, fortes. Et il suffit de regarder nos propres comportements pour s'en convaincre. Et dans les divers marchés sur lesquels on a le plaisir de travailler, on l'observe avec pas mal pas mal de cohérence en fait, dans ces changements. Ça m'intéresse. Merci pour ce point de vue. C'est ça que j'aimerais cerner, si tant est soit-il que ce soit possible, parce que là, on est dans la complexité humaine et de la prospective. Mais c'est vrai que, très modestement aussi, nous, le hasard fait que il y a quelques années, on avait souhaité, avec mon associé, quitter les grandes villes et aller s'installer aussi dans le sud-ouest de la France. Et on se rend compte, là, notre voisin à côté est un Parisien, contrôleur de gestion chez Brand de 30 ans. Il est venu parce qu'il fait un peu de surf quelques semaines, il ne veut pas repartir. Il est en train d'appeler ses banques pour acheter une maison ici. Et parmi mes amis, alors c'est peut-être un phénomène de boboification, donc de nouveau, je me méfie de ça, c'est pour ça que je préfère avoir des éventails plus larges. Mais tous ceux qui peuvent partir des grandes villes aujourd'hui et produire de la valeur de distance, ils le font. Alors, la question, c'est est-ce que ça va être une élite d'élite dont on fait, entre guillemets, partie dans ce panel ce soir, ou est-ce que ça va être une vague de fond
mon avis intime, ce sera le seul que je donnerai ce soir, c'est que ça va être une vague de fond. On le voit notamment sur notre première société, Lord Louise, qui fait du cold call en présentiel. Et déjà là, on avait dû travailler sur du distanciel depuis plusieurs années. Avant le Covid, c'était déjà complexe, mais on voyait que les jeunes avaient besoin de ça pour s'épanouir. Et sur notre nouvelle société, Linksider, qui fédère les réseaux de personnes de très haut niveau pour connecter des entreprises entre elles, là, on voit bien que les populations de personnes de plus de 50 ans, très touchées par la crise du Covid, et plus de 50 ans, mais cadres dirigeants d'entreprise, elles veulent produire de la valeur différemment. Là, ça pose une autre question, c'est comment sociologiquement éviter la fracture numérique des élites par rapport au B2B numérique. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais par contre, tout le monde cherche à produire de la valeur différemment et pour moi, durablement. Et moi, je suis jugé parti parce que je l'ai fait ce mouvement à titre personnel avant le Covid. Donc, du coup, moi, je suis parfaitement dans la vague là, de ce point de vue-là. Ma maison, d'ailleurs, il y a souvent des noms dans les petites maisons et on l'appelle la nouvelle vague, comme on fait la petite référence à notre Godard suisse, ça fera pas de mal. Mais voilà, et ce changement sociologique, je pense qu'il est profond et notamment dans la capacité de délivrer de la valeur. Je ne sais pas si vous avez lu les uns ou les autres, mais il y avait une interview d'un grand développeur informatique chez Google l'autre jour qui avait vu un superbe job dans un autre des GAFA. Il a pris le job et il a, sans que ses deux employeurs le savent, 2 jobs à plein temps. Et il arrive à les faire en mode, évidemment, un peu freelance de fait, puisqu'il n'a pas à se rendre dans les bureaux commercialement de manière précise. Donc là, il y a des choses qui sont en train de bouger sur la manière dont la valeur va se répandre et surtout sur ce freelancing qui est en train de toucher bientôt la moitié des États-Unis. Il y a la moitié des Américains qui ont au moins un job en freelance, ce qui est complètement phénoménal. Et l'Europe arrive évidemment poussée par le Covid, mais ça veut dire que la concurrence, et ça, là, ça va bouger parce que du coup, elle va être mondiale, mais aussi avec les centaines de milliers d'ingénieurs indiens, chinois et de commerciaux qui déferlent sur le marché. Et la moindre plateforme numérique B2B, c'est après et toi, tu as dû, j'imagine, faire pas mal de campagnes de pub pour des marques à la Spartoo, tu vois, en B2C, qui créent des places de marché. Mais là, maintenant, on est sur le temps des places de marché B2B qui vont fédérer des énergies productives, sauf que là, la concurrence, elle va être mondiale et elle va être fulgurante et féroce, à la fois sur un bien-être, bien-vivre personnel et sur un bien-produire du service, probablement beaucoup à distance. Donc là, c'est mon point de vue, puisqu'évidemment, là, je suis en plus jugé parti même par l'évolution de mes propres business models, mais ça va dans ce sens plein d'axes. Richard, donc sur le pipeline, pour rester et que tu termines sur même si tu peux prendre d'autres balles au bond sur ce qu'on vient de dire, mais vous, sur le pipeline, c'est très forte accélération sur l'année prochaine, de nouveaux outils. Là, il y a un autre sondage qui est parti entre-temps où on voit que 9 personnes sur 10, parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ont ou vont modifier leur comportement puissamment dans leur façon d'utiliser des outils digitaux pour leur prospection. Donc, toi, est-ce que c'est le branle-bas de combat ou est-ce que de nouveau, parce que vous êtes un très grand paquebot, les choses sont plus lentes à décider à mettre en œuvre ou est-ce que du coup, ça a permis une certaine fulgurance? C'est l'intérêt, c'est que ces grands paquebots, en général, voire Disney avec les 32 000 licenciements, ils s'en servent pour, disons, dégazer, mais ça peut aussi permettre une transfo digitale fulgurante et ou une transfo de la manière dont vous allez vous connecter avec vos clients. Et toi, comme tu es sur cette tête de pont, un peu d'innovation de Willis sur cette utilisation des data pour l'analyse des risques, quid justement du pipeline? Est-ce que le capitaine Baudin a les pleins pouvoirs et tu vas tailler à coups de sabre laser avec un budget infini ou est-ce que, au contraire, vous y allez mollo sur la pédale? Alors, bonne question. Je rebondis d'abord sur les comportements parce et les changements parce que c'est intéressant parce qu'on fait beaucoup, on est beaucoup dans le capital humain également et sur les analyses de comportement. Et moi, je crois qu'il y a une raison simple pour laquelle les changements sont là pour rester, c'est que cette crise, elle nous touche aussi bien professionnellement que personnellement. Et en fait, les comportements changent à partir du moment où les gens sont touchés personnellement. Et c'est ça qui fait que il y a tellement de personnes qui ont effectivement complètement repensé et qui ne reprendront pas les choses
comme ça l'était, parce qu'on a laissé, cette crise a fait rentrer nos vies personnelles dans notre vie professionnelle. Et je pense que c'est un vrai changement fondamental. Le pipeline, ben, en fait, je pense qu'à à toute situation critique s'ouvre une opportunité. Et nous, on est dans un métier où le relationnel est premier. Et en fait, quand notre go-to-market, en fait, c'est d'avoir énormément de gens dans le monde entier qui ont des relations et qui introduisent des spécialistes, des experts, etc. Bon, d'un seul coup, alors les relations, ça marche très très bien comme avec clients. Alors c'est vrai on a des taux de rétention qui sont extrêmement forts, puisqu'on a des taux de rétention qui sont au-dessus de 94%. Donc maintenant, c'est effectivement sur le nouveau business que c'est plus compliqué. Maintenant, tout ce modèle qui est basé sur le relationnel, d'un seul coup, s'est arrêté. D'un seul coup, effectivement, il a fallu qu'on se réinvente et en fait, ça a accéléré avec aussi l'adoption accélérée des technologies, bien sûr. Et Eric parlait de Teams, etc., pour faire un pitch. Au début, ça paraissait curieux, et puis maintenant, on le fait toutes les semaines, voire tous les jours. Et en fait, on a littéralement accéléré on va dire la prise de parole à travers webinaires, à travers en fait l'exploration de nouveaux canaux de distribution, de communication qui nous étaient pas forcément très familiers parce qu'on n'était pas dans ce modèle-là. Et alors comme on a des équipes marketing qui sont pas mauvaises, on a mis ça en place très très rapidement. Et en fait, on s'est aperçu que il y avait les gens avaient plus de temps, surtout dans le premier confinement, les gens avaient plus de temps. Et ça nous a permis d'engager de manière différente avec les clients, avec les prospects, puis surtout d'engager avec des nouvelles audiences. Avec des audiences qu'avant, il fallait plusieurs rendez-vous, plusieurs sollicitations avant d'avoir des rendez-vous, etc. Et donc, d'un seul coup, ça a augmenté notre possibilité en termes de non seulement avec nos interlocuteurs habituels qui sont soit ressources humaines, soit risk manager, soit assurance manager, mais aussi avec des nouvelles communautés comme finance, etc., sur lesquelles on avait des sujets pointus avec lesquels on engageait. Donc, en fait, on s'est aperçu qu'en mettant ça en place ces webinaires sur des solutions, et c'est là où je disais, ça nous a poussé à mettre en avant les innovations, les différenciations, les propositions nouvelles, etc. Et je reprends le thème d'Eric, parce qu'on est moi je suis extrêmement impliqué dans tout ce qui est climat. Et effectivement, pour amener les gens à les intéresser par des solutions nouvelles. Parce que le webinar, c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'engage pas avec des audiences des audiences nouvelles sur des thèmes récurrents. On engage sur des thèmes nouveaux, sur un nouvel angle, etc., des participants qui vont donner un nouvel éclairage. Donc, en fait, ça a permis d'accélérer le déploiement et l'essor de nouvelles solutions plus rapidement qu'on ne l'aurait pensé. Et notamment, effectivement, alors on parlait du climat, je pense qu'il y a un autre thème qui va revenir, qui va s'ajouter à ça, qui est par exemple le Build Back Better, et de reconstruire un monde où, notamment dans les institutions financières, où il y a vraiment c'est comment est-ce qu'on se structure pour mettre, et puis aussi pour répondre aux régulateurs, pour mettre à profit la reconstruction en quelque sorte. Donc, alors, en termes, on a commencé par les webinaires, puis là, on commence à étoffer la gamme d'engagement. Là, on a fait une conférence c'était la semaine dernière, où effectivement, on a eu, je crois, 3500 personnes sur 2 jours, et jamais on n'aurait eu une audience pareille, jamais. Avec des gens qui n'étaient jamais venus, et ça nous donne de nouvelles perspectives. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je l'expliquais, on a dans notre distribution, on a la relation et puis l'expert vient. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qu'on constate, c'est que les circuits de décision, aujourd'hui, comme tu le disais, il y a un focus sur les budgets sont plus courts. Donc, on va dépenser, les clients vont dépenser ce qu'il faut dépenser. Le nice to have n'est plus à l'ordre du jour.
En revanche, le bénéfice, c'est que les circuits de décision sont plus courts et la possibilité de parler à des niveaux plus élevés est plus facile également. Donc, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce premier rang de relations, maintenant, c'est dans les équipes expertes qu'on a besoin de développer des talents de commerciaux. Parce que, comme le circuit est court, c'est quasiment au premier et deuxième meeting qu'on va conclure. Donc, on n'a plus le déjeuner, le petit déjeuner, enfin bon, j'exagère un petit peu, mais on va beaucoup plus vite à l'essentiel et il faut que l'expert soit là et on a besoin de former plus de personnes qui puissent être capables d'aller tout de suite dans les questions difficiles que peuvent poser les clients, qui permettent parfois, on a vu des deals pendant la crise qui sont conclus dans le premier rendez-vous parce qu'on parle au CFO directement. Alors ça, et je pense que cette approche qu'on a, qui est d'explorer des canaux nouveaux, ne va que s'accélérer dans l'année qui vient, mais aussi avec une dimension, ce qui est intéressant, c'est avec une dimension globale. C'est-à-dire on fait des webinaires, globaux, on fait des webinaires régionaux, on fait des webinaires nationaux, des webinaires, enfin, donc il y a toute cette, et c'est comment maintenant on va disséminer pas ce savoir, mais ce contenu à nos clients de manière plus organisée pour que justement ça devienne c'est le client qui choisit comment il veut s'engager en fonction du contenu qu'on va proposer. Un des grands bénéfices de tout ce qui s'est passé, c'est qu'aussi ça a quelque part harmonisé les propositions, simplifié les propositions. Et ça, c'était un énorme travail qui a été fait pour pouvoir justement accéder à ces audiences plus larges. Très, très intéressant. Ça va me permettre de repasser la balle sur ce sujet aussi à Alexandre. Et puis, j'aurai une autre question après à Eric, mais je fais le sujet tournant. Vous pouvez, les personnes qui nous écoutent, nous poser des questions. J'en ai une ou deux que vous m'avez posées. Je les note et je les poserai aux personnes en live. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais faire réagir Alexandre. J'ai lu une étude d'Harvard absolument hallucinante il y a quelques jours. On sait qu'il y a à peu près, on va dire début des années 2000, on se disait les gens achèteront peu de choses online, notamment sur les biens comme des montres, la fameuse montre suisse. Allait-on acheter ça, Jaeger-LeCoultre, à 50 000 francs online? Au début, les gens disaient non, mais c'est impossible. Ça, c'était 2000. Puis 2005, on a dit, OK, c'est 2-3 000 francs le panier moyen. Puis 2010, il y a eu des breakthroughs. Puis bon, Elon Musk arrive, on peut pré-réserver sa Tesla. C'est pas cher la pré-réservation, mais symboliquement, on peut l'acheter online. Et là, Harvard a fait une étude cette fois sur le B2B. Et là, j'ai lu quelque chose qui va dans le sens de notre nouveau business, mais qui est absolument incroyable, c'est que sur les acheteurs en B2B, alors acheteur pas au sens d'un acheteur technique dans l'entreprise, mais le décideur, ce que tu disais, Richard, le CFO, la personne qui va apposer sa signature sur le contrat, 80% d'entre elles sont prêtes à dépenser 500 000 francs ou 500 000, enfin là c'était en l'occurrence des dollars, 500 000 $ pour pouvoir acheter du service online sans rencontrer physiquement le prestataire. Ça veut dire en SaaS, en Software as a Service, etc. Il y a 50% des personnes qui sont prêtes à dépenser $1 million comme ça, à distance. Et il y a 26% des personnes interrogées qui sont prêtes à dépenser $5 millions. Ça veut dire que l'acte d'achat numérique en B2B sur du service complexe, en complex sales dans lesquels on est tous les quatre finalement, eh bien, il est en train de se démocratiser, les cycles se raccourcissent et je confirme ce que tu dis Richard, parce que là on a de nouveaux prospects qui arrivent de manière fulgurante. On a eu le premier, tu vois, on est jeudi, premier échange lundi, avec une boîte de telco qui dématérialise les postes téléphoniques. Deuxième échange là avec le patron Europe demain, et la décision, on l'a bien comprise, elle sera demain, parce qu'en plus, on est en décembre, donc ils sont en budget. Donc c'est go ou no go demain, alors que certains de mes clients dans les banques privées, c'est 7 ans de négociation. Bon, c'est les banques privées suisses. Donc, outsourcer la fonction commerciale, on est d'accord, c'est vraiment se faire un Everest. Mais tu passes de 7 ans à 4 jours. Et ça, cette accélération fulgurante des cycles de décision
quand tu peux dispenser du contenu, elle est absolument phénoménale. Donc ça, de ton côté, Alexandre, sur le fait de faire consommer, alors vous avez la chance d'avoir des services qui se consomment et qui se reconsomment chaque mois, mais sur l'acte d'achat de nouveaux clients, j'entends bien B2B, hein, pas Monsieur Schmoldu qui prend un abonnement Swisscom perso en B2C, mais est-ce que tu vois une fluidification de l'acte d'achat complexe ou est-ce que c'est pas sensible sur ton marché? Je vois pas vraiment ce que tu as dit là, de l'étude Harvard, de se passer, on va dire, chez nos clients Oui. Swisscom. Ah, c'est vrai que j'ai aussi toujours cette position. On vend des solutions complexes. Oui. Donc, il y a beaucoup d'architecture, il y a Oui. beaucoup d'engineering, il y a beaucoup de design. Oui. Donc, c'est extrêmement complexe, on va dire, de commander online parce que tu dois presque être un architecte ou bien un ingénieur réseau pour dimensionner, on va dire, ton architecture complète. Donc, il y a besoin, on va dire, du savoir-faire de nos personnes pour aussi accompagner, convaincre un client. On dit toujours qu'on est plus des trusted advisors que des commerciaux parce qu'il y a vraiment cette approche de monter la confiance. Et finalement, souvent, on construit la solution avec nos clients. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas Logitech. Hein. J'ai vu typiquement la société Logitech qui cette année, l'action, je crois, a été doublée voire triplée parce que, ben oui, les gens consomment des webcams, des outils, des souris et autres sur le web, donc vraiment le B2C. Ça, j'y crois absolument. Nous, en plus, c'est vrai qu'on n'a pas des sites non plus pour commander online. On va dire, on a des sites pour plutôt apprendre, pour plutôt rentrer dans l'univers Swisscom. Donc, on arrive aussi avec notre analytique à suivre nos clients sur nos sites et plutôt après, on va dire, à orienter l'acquisition, à orienter aussi les contacts avec cet aspect, voilà, bah, nos clients ont de l'intérêt pour des solutions plutôt de sécurité périmétrique ou bien d'un data center redimensionné. Mais je ne crois pas, franchement, à un changement global ici. Par contre, ce qui a changé, où je te rejoins un peu, c'est quand même le cycle de décision. Oui. Et puis aussi le fait qu'on est devenu extrêmement efficient, finalement. Il y a peut-être quelques meetings de moins. Et surtout, on a gagné un très gros projet au mois de juin à 12 millions. On a fait une défense online avec 10 personnes. On avait effectivement le board du client, l'équipe, on va dire, le core team Swisscom. Et jamais on aurait pu se dire avant qu'on allait gagner un projet à 12 millions complexe en faisant les 2 derniers pas en fait online. Ouais. Donc ceci, j'y crois beaucoup pour la suite. Et typiquement, là aussi, peut-être les défenses de projets du futur, c'est peut-être les 4-5 l'account team sur place avec la direction du client et les spécialistes online. Pour éviter, comme je dis aussi souvent, le minibus Swisscom, je n'aime pas les fois aussi parce que comme on est plutôt à vendre du complexe, on a tendance à avoir 12 personnes, et peut-être que les 5 bonnes personnes, ça marche aussi. Donc ça nous stimule aussi à revoir peut-être nos équipes, à être plus focus, très efficient et convaincre nos clients online. Mais l'acte, on va dire, quand même d'achat, même s'il va se passer après sur DocuSign, parce qu'on a un processus de signature digitale qui lui a été intégré et renforcé, avec même l'ERP du client qui sera connecté à l'acte d'achat. Donc ça, je pense que ça va vraiment se numériser. Mais voilà, dans notre domaine, en tout cas, je pense que le processus humain avec vraiment la conviction qui passe par le pitch aussi, va rester important. Merci beaucoup. Et c'est intéressant, c'est ces fameuses complex sales, et ça reste une couche évidemment de gestion de projet absolument inextricable, en tout cas plus complexe à modéliser de manière simple aujourd'hui. Donc ça reste un Everest, c'est très clair. Ça passe la parole pour Eric. On voit bien dans ce que disait Richard, notamment il y a quelques minutes, et tu confirmes aussi
Alexandre, que tout est contenu. Et ça, dans ce monde où tout devient contenu et où on s'aperçoit que finalement, tout le monde devient un média. Avec Zoom, moi, depuis quelque part à Lacano, là, j'émets vers vous, on émet, on croise, etc. Et dans ce tout est contenu, il y a évidemment toutes les théories de Chomsky sur les médias, sur le récepteur, l'émetteur, etc. Mais tout est contenu, j'imagine, et chez Swisscom et chez Willis, vous apercevez que ouais, c'est bien beau d'avoir une régie moderne, mais qu'après, c'est un métier. Je veux dire, animer un show à l'américaine ou trouver un format qui soit sympa, c'est compliqué, c'est un vrai métier. Et là, je pense que enfin, j'ai une double question, Eric, c'est sur cette contextualisation du contenu, sur cette formalisation et sur la notion de bruit. Parce que toi, ton métier, c'est aussi de faire en sorte de trouver un message qui touche une cible à un moment donné, qui fait écho peut-être à quelque chose et qui sort du bruit. Parce qu'à partir du moment où tout le monde va devenir un contenu et où chaque entreprise essaye, évidemment, le nombre de bruits va encore être, avec ce logarithme-là de l'augmentation du volume de données, je crois qu'il double quasiment dans le monde chaque jour maintenant, il y aura de plus en plus de bruit, donc de plus en plus de besoins, c'est ce paradoxe infini, de regarder, de sélectionner un contenu, et du coup, il y aura aussi un combat dans les marques en B2B pour s'accaparer le temps de cerveau des décideurs. Donc ça, qu'est-ce que tu envies, toi, sur les besoins de tes clients depuis le Covid et peut-être même en communication interne, hein, d'ailleurs, pas qu'en communication externe. Alors, ça, c'est vrai qu'on vit là aussi pas mal de changements. Je voulais juste rebondir sur tout à l'heure, on parlait des changements de fond. Il y en a un que je n'ai pas mentionné, mais il y a des changements de comportement. Faire payer les gens plus cher, c'est toujours compliqué. Pendant des années, on essayait de les faire payer plus cher pour acheter français, enfin en France. On n'y arrivait pas. Et aujourd'hui, je voyais une statistique hier qui montrait que, on va dire, l'envie d'acheter français et l'acceptation de payer plus cher pour acheter français n'a jamais été aussi forte dans notre pays. Et il y a une grande marque de hamburger qui vient de sortir un burger 100% français qui le vend 2 euros de plus, c'est un grand succès. Donc juste encore une fois une illustration, je pense que beaucoup de gens ont compris que l'économie c'est pas juste, j'allais dire virtuel, que l'économie c'est aussi supporter l'économie locale, les gens qui sont pas loin, et on va dire ce qu'on a vécu à accélérer des prises de conscience très très fortes. Un exemple supplémentaire. Par rapport à tes questions sur les contenus, moi je dirais deux choses. Je pense qu'on va vers une tendance à abandonner l'hyperinflation, c'est-à-dire que du contenu. Les réseaux sociaux avaient beaucoup amené à une hyperinflation du contenu. Il y a quelques personnes en Suisse, là, on travaille pour Taguer ici, donc on gère les réseaux sociaux de Taguer. Pendant très longtemps, on avait, on va dire, 4 posts par jour sur les réseaux sociaux, donc c'est assez conséquent. Vous imaginez la charge de travail que ça représente à l'échelle de 365 jours, en disant entre 3 et 4 par jour, multiplié par 365. Aujourd'hui, on est plus sur une logique de 1 par semaine, mais beaucoup plus qualitatif, parce qu'on s'aperçoit que bombarder, c'est le risque de ressembler à beaucoup d'autres et qu'il faut justement réinvestir dans la créativité, la qualité du message, même en digital. Donc, on a longtemps dit ça dans la communication classique et pendant longtemps, on a cru qu'on pouvait comme ça bombarder. On s'aperçoit en fait qu'il y a aussi un phénomène de lassitude, donc besoin absolu de revenir vers des messages plus percutants, plus craftés, de meilleure qualité, quitte à en avoir moins. Donc ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup de clients et quel que soit le marché. Le deuxième contexte, c'est de faire attention aussi à la qualité des médias sur lesquels on émet. Ça, c'est un point essentiel. Encore une fois, tu citais toi-même en étant un média, mais beaucoup de médias qu'on utilise, y compris les réseaux sociaux, sont on va dire, aujourd'hui très, très discutés. L'année dernière, on ne se posait même pas la question de tiens, est-ce qu'on va remettre en question Facebook? Là aussi, dans les changements, dans les révolutions qui se profilent, je pense que des gens comme Facebook ont du souci à se faire sur
Encore une fois, la crise sanitaire a là aussi créé une envie et un besoin d'avoir des news solides, pas trop de fake news, pas trop beaucoup de solidarité, pas trop de division. Et des supports qui étaient incontestés comme les réseaux sociaux aujourd'hui commencent à être discutés. Ça, c'est aussi, alors, c'est encore des signaux faibles, hein. On ne va pas dire que Facebook fait encore des belles progressions et ça continuera peut-être encore un certain temps, mais il y a quand même des remises en question. Donc, pour résumer, je dirais sur le contenu, moins de contenu plus qualitatif et plus crafté, enfin en tout cas, même sur les médias nouveaux, ça c'est vraiment un point essentiel. Et deuxièmement, le contexte, la crédibilité des supports, le fait, j'allais dire, d'être des supports qui sont, sur lesquels les gens se sentent à l'aise, ont envie d'être, et un point qui est essentiel. Et certains supports qui paraissaient indiscutables sont beaucoup moins, en tout cas, commencent à être discutés assez fortement. Question de quelqu'un qui nous écoute. Merci Eric, c'est intéressant. J'ai toujours bien ces analyses qui ramènent à la sociologie, aux tendances. Quelqu'un demande, toi, tu as fait le pari, et c'est toujours aussi une fierté, j'imagine, pour toi, de protéger tes équipes, alors que la facilité pourrait être dans une action inverse, au moins à court terme. Et du coup, quelqu'un nous pose la question de dire, est-ce que toi, si tu fais appel à des freelances, j'en sais rien, tu fais en sorte de les sourcer aussi en France, ou est-ce que là, tu vas mixer avec les talents les meilleurs, où qu'ils soient? Alors non, là clairement, on va dire, c'est d'abord la qualité du talent, je trouve fantastique de pouvoir avoir accès à des talents partout dans le monde. Je trouve que c'est un des changements fantastiques qu'on peut vivre et que cette révolution digitale nous permet. Donc non, non, là, sans hésitation, et on le fait peut-être un peu moins quantitativement parce que protéger, on va dire, nos propres talents, ça s'est aussi accompagné, on va dire, d'une réduction, pour être tout à fait honnête et transparent, hein, au recours aux talents extérieurs. Mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Ça veut dire, parce que la tendance est là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le freelancing, et je pense que dans nos métiers en particulier, c'est particulièrement adapté. Mais là, on va chercher des talents, on va dire, un peu partout, et c'est ça qui est absolument fantastique. Moi, je trouve que le monde de demain, il va ressembler à ça, et on n'est pas surtout pas dans le franco-français. Enfin, je dirais, ça n'a pas d'intérêt. Je parlais plus, mon point sur le consommé français, c'est plus sur l'industrie, les produits industriels, les usines installées en France, ces éléments-là. Il y a beaucoup de nos ministres qui se sont battus, qui ont fait beaucoup de campagnes pour dire acheter français, et avec pas beaucoup de succès. Et je pense qu'un virus a été beaucoup plus efficace que pas mal de ministres, en tout cas dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous, non, nous on source du talent, et du talent partout dans le monde, et multispécialité. D'accord, merci. Question de Louis-Yorick Casal aussi, sur les pitchs notamment, et j'entendais chez Accor aussi ce matin, peut-être tu le sais si tu les connais bien aussi, Eric, que pour obtenir un budget maintenant en interne chez Accor, ils font pitcher les équipes comme s'ils étaient une start-up. Ce qui est une idée finalement assez excellente, c'est malin, c'est malin. Et Louis Yorick, c'est une question un petit peu différente qu'il pose, c'est il dit, est-ce que du coup, quand par exemple, toi Alexandre, vous avez pitché, ben évidemment, le flux vidéo, techniquement, même si peut-être juridiquement, ce n'est pas possible, mais techniquement, tu peux l'enregistrer. Donc, à partir de là, est-ce que vous faites un replay comme un match de foot pour voir, parce que c'est vrai, quand on est dans une salle en live, on perçoit des choses, mais il n'y a pas de replay. Là, maintenant, c'est vrai qu'on peut faire des pitchs, c'est tout à fait vrai. La question est maligne, en faisant un replay. Donc, est-ce que vous faites du replay de ton côté, Eric? Et puis, on repassera la balle à Richard après. Alors, on a toujours fait du replay, mais du replay sans les images. On va dire, chaque fois qu'on fait un pitch, on a une procédure chez nous. On débriefe un peu une fois qu'on a eu le résultat pour avoir une discussion sur ce qui a marché, moins bien marché. C'est une pratique très saine et très, très simple, et j'allais dire qui peut être à la fois exigeante et bienveillante, donc on la pratique systématiquement. Là, c'est vrai qu'en enregistrant, on peut le faire encore plus facilement, donc
c'est sûr que c'est quelque chose qu'on fait, donc même assez systématiquement, donc pas de souci là-dessus. Non, par contre, l'investissement, nous, là où on essaie de le plus investir, c'est dans la scénarisation, on va dire, de tout ça. Mmh. C'est pas simple, on expérimente pas mal de choses. On essaie de sortir de la simple présentation. Là, je suis dans mon bureau à l'agence avec des murs blancs, mais justement on va dire de se présenter de façon. Voilà, parfois on présente en étant l'un et l'autre dans des endroits différents. On essaie de donner un esprit d'agence. Et donc voilà, on travaille les fonds, on travaille les prises de parole parce qu'on ne prend pas la parole de la même façon on va dire en virtuel et en présentiel. Voilà, donc l'investissement, il porte plus sur l'adaptation à ce nouveau mode de pitch plutôt que sur le replay lui-même qu'on a toujours fait. Donc là, qu'on fait de façon encore plus automatique et plus simple parce qu'on a les images et c'est encore plus direct. Oui, intéressant. Richard, j'aimerais bien que tu réagisses là-dessus aussi, sur comment tu composes des équipes aussi. Vous avez la chance dans les grands groupes d'avoir des joueurs non pas interchangeables, parce que vous avez aussi plein d'experts dans des domaines pointus, donc il y a aussi cette tension dans ce sujet-là. Et puis, un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde dans cette dernière partie, parce que le temps passe et je trouve qu'on est tous quand même je me sens moi aussi plus fatigué qu'on l'était lors du premier confinement. Je pense qu'on a tous besoin, les chevaux sont fatigués et on aura besoin peut-être en France ce petit relâchement à Noël, mais voilà, donc on va essayer de se tenir à 19h30 et j'aimerais ouvrir une dernière partie qu'on a beaucoup vécue, nous, puisqu'on a dû déjà lancer du télétravail depuis 3 ans dans les sociétés. Et on s'est aperçu au début que même avec des jeunes issus des plus grandes écoles françaises qui étaient censés avoir une grande modernité, quand on travaillait à distance, il se passait un phénomène très simple, c'est que sur des jeunes, ils papillonnaient parce qu'on n'arrivait plus à retenir leur attention suffisamment et surtout, notamment, on ne créait plus du tout d'affectio societatis. Donc, en fait, pendant qu'ils travaillaient pour nous, ils trouvaient un job ailleurs ou ils montaient une boîte. Alors, c'est foisonnant, hein, c'est bien, c'est la création schumpeterienne, mais enfin, pour celui qui paye la personne, c'est moins fun quand même. Donc, on voit bien, il y a une fuite de valeur qui est absolument phénoménale. Et on s'aperçoit aussi, donc c'est un premier axe sur lequel j'aimerais bien que vous réagissiez tous les trois, donc c'est le fait de maintenir finalement le lien affectio societatis, et il est fondamental notamment pour des commerciaux qui travaillent à l'influx, qui travaillent à l'agnac, donc s'ils sont perdus dans la pampa, ils s'effondrent tout simplement. On s'est aperçu qu'après 6 mois de télétravail, donc là on y arrive, ça a commencé à peu près en mars, 6 mois plus tard, c'est maintenant, eh bien nous, nos employés s'effondraient tant qu'ils n'avaient pas au moins 2 jours par semaine en présentiel avec nous. Donc le tout télétravail qui est tant loué aujourd'hui, nous on a vu que psychologiquement, sociologiquement, c'est un mélange de plein de facteurs, mais nous, ça faisait s'effondrer les gens. Donc on a remis du blended, au moins 40% présents, notamment pour nos équipes commerciales. Et on a d'ailleurs une anecdote redoutable d'un de nos clients, banque privée suisse, mais dans sa filiale parisienne, c'est ceux qu'ils appellent leurs gestionnaires acquisiteurs, qui sont des gens qui vivent un petit peu par le truchement de la vie des ultra-high qu'ils aident. Donc eux, ils n'étaient jamais chez eux, jamais avec leurs femmes, jamais avec leurs enfants. Et du coup, ils vivaient alors un petit peu sur le yacht de leurs clients parce qu'ils allaient le voir sur le yacht et ils vivaient un peu comme Gatsby le Magnifique dans une espèce de projection fantasmatoire de la vie du client. Sauf que là, ils retrouvent Josiane le soir, les gamins qui hurlent et leur pavillon en banlieue parisienne. Et là, le ballon s'est dégonflé et les gars se sont effondrés sur le plan psychologique. Petit problème, ils doivent ramener 12 ou 15 milliards à la fin de l'année d'asset under management. Donc là, il y a eu un effet citrouille carrosse qui a été absolument dévastateur. Alors, ce sont des commerciaux d'un type particulier, mais néanmoins, quid chez vous, Richard, du lien créé avec vos équipes commerciales, du phénomène de la motivation d'une équipe commerciale à distance et du lien affectio societatis par rapport à votre marque aussi, tout simplement. Là, je parle plus évidemment d'une question en interne, parce que prospecter, c'est bien, mais encore faut-il avoir des commerciaux qui sont encore d'accord de le faire chez vous.
Oui, alors, je reviens sur le premier point, sur le replay. Moi, enfin, ce que je trouve intéressant dans ce nouveau contexte et dans cette nouvelle manière de faire du business et dans cette idée des pitchs, c'est que bah, nous, en fait, il y a un truc qui est génial, c'est que bah, maintenant, pour avoir 10 personnes, deux personnes des États-Unis, une personne du Japon, trois personnes de l'Europe. Oui. Bah, il y avait les coûts de voyage, etc. C'était parfois compliqué. Aujourd'hui, on peut mettre à disposition nos ressources globales de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et ça construit aussi et je l'associe à une culture, parce que parmi nos concurrents, on est certainement la culture qui est la plus collaborative, où les silos sont les moins forts. Et en fait, ça a payé dans ce sens-là parce qu'on est beaucoup plus à même de constituer rapidement des équipes efficaces à travers différents pays. Donc c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'on peut mettre à disposition des clients, des grands groupes, des équipes opérationnelles beaucoup plus rapidement et beaucoup plus rapidement crédibles aussi. Alors je crois que le problème, effectivement, moi je suis persuadé de quelque chose, je suis persuadé que on ne voit pas tout l'impact d'isolement qu'a cette crise. Je pense qu'on rien vu. Ouais. Je pense enfin, ceux qui parlent aujourd'hui, ou en tout cas, toi et moi, on est dans la même situation, on va dire, privilégiée. On a des familles, on a une maison, on a de l'espace, etc. Et je pense que pour un certain nombre et un grand nombre de personnes, c'est difficile. Et nous, ce qu'on voit, c'est surtout comment est-ce qu'on intègre, on recrute, on continue à beaucoup recruter d'ailleurs, et trouver des talents. On voit énormément de gens, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui changent de job. Hein. Dans notre industrie, en fait, les talents sont difficiles à trouver et on se les bataille. Et dans ce sens-là, toute la difficulté, c'est d'intégrer. Alors, pour ceux qui sont expérimentés, ça va. C'est plutôt les jeunes qu'on fait rentrer, pour lesquels on est plus préoccupé, pour lesquels on est dans des logiques d'intégration visuelle. Et c'est là où, on est dans un métier qui est assez complexe, parce qu'on touche à tout. Dans les risques que peuvent rencontrer ou dans les problèmes humains que peuvent rencontrer une entreprise. Et il y a beaucoup d'informations soft qui se transmettent, je vais dire, accidentellement au bureau. Parce que j'ai rencontré un tel à la cafette ou dans le couloir ou à la réception, etc. Et là, ça ne se produit plus. Alors, ceux qui ont constitué leur réseau, ça marche très bien. Ceux qui arrivent, et c'est là où on voit les comportements différents. Il y a des gens qui arrivent qui sont extrêmement extravertis, qui savent être proactifs. En fait, je ne devrais pas dire extravertis, qui sont proactifs. Ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui sont proactifs et qui vont chercher le contact avec les autres à travers le nouveau média, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, et moi je me suis aperçu dans les équipes, c'est qu'au début, je me préoccupais. Je me disais, ceux qui sont extravertis, ils vont bien s'en sortir, etc. Et les introvertis, ça va être difficile. Et ben non, c'est le contraire. Les introvertis, en fait, ils fonctionnent très bien tout seuls. Ils n'ont pas besoin de se connecter. C'est les extravertis qui ont plus de mal parce qu'ils ont besoin de ce contact, ils ont besoin. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de commerciaux qui sont plutôt extravertis et pour qui il faut continuer à créer ces espaces de dialogue, d'échange qui ne sont pas forcément structurés. Il faut savoir, et c'est ça la difficulté de cette interaction qu'on a aujourd'hui, c'est que tout est beaucoup plus structuré dans la communication et il faut se créer des espaces un peu nouveaux. Alors, je prendrai l'exemple, et ce n'est pas un exemple de personnel, mais je prendrai l'exemple, par exemple, de ce que j'ai fait avec quelques clients maintenant. C'est, on se dit, bah, on ne peut plus se voir au restaurant. Alors, je leur fais envoyer une bouteille de vin et on se donne rendez-vous sur un apéro Zoom pour faire quelque chose de différent. Et on fait ça aussi en interne pour créer un peu cette dimension un peu plus dégagée. Ou alors, ce qu'on a commencé depuis quelques mois aussi, c'est de faire mon assistante, par exemple,
me planifie un rendez-vous avec quelqu'un que je ne connais pas, de quelque part dans la société. Et c'est complètement random. Et donc, en fait, il faut créer, on crée cette espèce aussi d'accident qu'on peut avoir au bureau. Mais il est certain que l'accompagnement des jeunes pour les intégrer, c'est quelque chose sur lequel on est particulièrement attentif. Et pour éviter un peu aussi ce que tu disais tout à l'heure, la dispersion, on va dire, des talents. Et pour vraiment les faire en sorte parce qu'ils rentrent chez nous pour acquérir une expertise. Et c'est ça ce sur quoi on travaille beaucoup. Si je peux me permettre peut-être un petit peu sur les petits exemples de comment faire interagir les gens. C'est vrai qu'au printemps, on a fait un peu comme tout le monde des cafés digitales. Voilà, c'était la première vague, c'était le printemps. On s'attendait peut-être à 18h ou bien voilà, en fin de journée, un petit apéro. Voilà, c'était, on va dire, la formule qui nous avait permis de garder un peu du contact. On fait un peu ça, mais on a un petit peu diminué parce que c'est vrai qu'on se rend compte aussi, comme tu l'as dit, Jean-Charles, on est fatigué devant l'écran. Ça, c'est sûr. Entre 8 et 10 heures. Donc, inviter les gens à l'apéro digital à 18 heures, en fait, c'est presque trop, quoi. Oui. Et nous, en fait, ce qu'on a changé un tout petit peu maintenant avec les équipes, depuis on va dire, octobre-novembre, comme la lumière part à 5-6 heures, juste. Quand vous êtes à Genève, il y a beaucoup de stratus, c'est pas très facile, en plus, avec le climat qu'on a actuellement. En fait, on a fait des walk and talk de 11h à 14h. Donc, les team leaders proposent un petit groupe, 4-5 personnes. On prend un pique-nique, parce qu'en plus les restos sont fermés, donc on ne peut même pas inviter nos employés au restaurant. Donc, ils prennent un petit pique-nique. On fait 11h, 14h. On va autour de Genève vers le Salève, on va vers Lausanne, vers le Mont-Pèlerin. Voilà, on sort un tout petit peu à la montagne, parce qu'on a la chance d'avoir des montagnes sur le bassin lémanique. Et on fait une petite session sur 2-3 heures. On marche, on mange un petit truc ensemble et on revient. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup apprécié ça parce qu'on garde aussi les règles sanitaires. On n'est pas des groupes de 20-25, on limite à 5-6. On a souvent le management qui accompagne des équipes. Et je rejoins ce qu'a dit Richard. Introverti, extraverti, ça dépend. C'est des gens qui finalement ont ce besoin de lien social. Donc, il n'y a pas d'obligation à venir, mais on propose ces petites formules aux personnes entre Genève, Lausanne et Fribourg. C'est bien vu. C'est bien vu. Toi, de ton côté, Eric, comment tu vois justement je dirais, ce décrochage psychologique ou pas de tes équipes? Parce que toi, tu as autre chose, c'est on peut considérer, c'est un peu clivant ce que je dis, un peu schématique, mais que Alexandre et Richard, c'est plutôt des métiers cérébraux, d'analyse, mais toi, tu as aussi des directeurs artistiques, des gens qui doivent créer. Donc, moi, personnellement, j'ai un profil un petit peu créatif. Le premier confinement, c'était fabuleux parce que j'ai pu me replonger dans de la culture. Donc, au niveau créatif, j'étais plus créatif. Là, le deuxième, il y a un effet un peu de lassitude, tu vois, où tu tournes en rond comme un lion en cage. Toi et les commerciaux sont aussi des créatifs qui ont besoin d'aller s'exprimer, d'échanger, d'être tactiles pour certains. Bref, il y a plein de manières de l'exprimer. Toi, ça donne quoi sur tes équipes? Est-ce que vous vous êtes revus ou est-ce qu'il y en a que tu n'as pas revus très concrètement depuis mars? Alors, non, on a vécu 2 périodes, donc un premier confinement, puis un retour dans les locaux, où d'ailleurs il y a eu plutôt un vrai plaisir de retourner dans les locaux, de retrouver ses collègues, et bien sûr en suivant des protocoles sanitaires stricts. Et puis là, on est dans un deuxième confinement où la majorité des salariés travaillent à distance à nouveau, avec la possibilité de venir au bureau pour ceux qui le souhaitent. Donc, on peut donner on va dire, des dispenses. Il y a on va dire, entre 15 et 20% de la population chez nous qui souhaitent venir au bureau. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Sinon, dans la gestion de ça, je rejoins exactement ce que tu disais, c'est-à-dire une grande différence entre le premier et le deuxième confinement. C'est ce que disait aussi Richard, ce que disait Alexandre. Le premier était vécu un peu comme une récréation, le deuxième est vécu comme une souffrance.
Donc, et en fait, ça, c'est un vrai problème donc, sur lequel on est en train de travailler parce que je ne suis pas sûr qu'on en voit encore tous les effets. C'est vrai que le paradoxe qu'on a eu à gérer, nous, au départ, on était un petit peu circonspect en disant est-ce qu'on va arriver à travailler comme ça? Mm. Est-ce que ça va être efficace? Et en fait, le paradoxe, c'est qu'on s'est aperçu que c'était presque trop efficace. C'est-à-dire que les réunions s'enchaînent, les rythmes accélèrent. Et quand on est dans des métiers créatifs, c'est pas toujours la meilleure façon de travailler, voire c'est même un peu problématique. Donc, on a à gérer des gens qui travaillent beaucoup. Certains sont pas loin du burn-out. Donc, heureusement pas trop, mais quelques-uns. Et enfin, il y a, on va dire, ce sentiment de pesanteur. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de multiplier les petites sessions dans la journée de formation et d'échange. Donc, c'est encore une fois des sessions, il peut y en avoir 2 par jour. Aujourd'hui, il y en avait 2. Donc, où quelqu'un va présenter un certain nombre de choses et échanger. On s'aperçoit que c'est très suivi, ça aère le cerveau. Il faut sortir du rythme infernal de la réunion Zoom qui est suivie d'une réunion Teams et qui passe à un Skype, parce que alors là, on ne plus. En tout cas, c'est notre ressenti. Il faut avoir ces respirations. Donc, c'est des petites respirations. On ne peut pas aller au bord du lac, nous, on n'a pas cette chance-là. Donc, on est obligé on le fait virtuellement et on le fait autour de notre métier, des idées qui peuvent être produites par d'autres agences dans plein de pays, donc sur plein de secteurs, ou voilà, des choses intéressantes. Et c'est comme ça qu'on fait, et on a besoin de cette aération des neurones, et globalement, c'est très suivi, donc je sais que c'est apprécié. Je ne suis pas sûr que ça suffise, je ne suis pas sûr que ça soit, on va dire, quelque chose qu'on pourrait encore prolonger pendant trop longtemps, donc j'espère que ça va s'arrêter rapidement, et le break de fin d'année sera le bienvenu pour tout le monde. Bon. Un mot, merci beaucoup. Tu vois, il est 19h32. On va bientôt clore la session et je vous remercie par avance tous. Est-ce que les uns ou les autres ont un mot de conclusion sur, terminons justement sur un peu de prospective, comment vous sentez l'année prochaine? Moi, de mon côté, on n'a jamais eu autant de pipeline. On a la possibilité de disrupter notre marché. Mais en même temps, il y a énormément d'incertitudes. Je trouve que c'est plein de potentiel. Alors, on dit toujours, oui, super, c'est au moment des crises qu'il y a du potentiel. Oui, bon, d'accord, ça c'est assez théorique, mais je trouve quand même que nous qui avons, c'est nos métiers, c'est les responsabilités qu'on a acceptées, à gérer de l'inconnu. Là, ça en fait beaucoup, 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 beaucoup quand même d'inconnus sur des phases de plus en plus courtes et de plus en plus éruptives. Et moi, mon ressenti, c'est quand même qu'on était déjà, j'en parlais déjà à plein d'amis business en 2019, à la limite du point de rupture de notre productivité respective. Moi, chaque décembre, je me disais, ça fait 10 ans qu'on a créé l'Orluise, notre première boîte, chaque fin de décembre, on disait, bon, l'année prochaine, ce sera moins difficile, on espère. Enfin, dans la tension, dans l'intensité, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et là, on a remonté les curseurs encore d'un cran. Et là, on n'a pas le choix, on est tous accrochés à la paroi. Donc, de toute façon, il faut tenir. Mais c'est vrai que moi, je me demande, de nouveau, pas forcément pour nous, nos business, mais au niveau sociétal, tous les gouffres béants qui se sont ouverts, il va bien falloir les combler un jour ou l'autre. Là, je lisais un truc plus sociologique, mais au Japon, c'est l'un des seuls pays qui publie le taux de suicide. Et il y a eu un taux de suicide des femmes, mais phénoménal, phénoménal, mais qui a explosé le record historique. La Suisse étant d'ailleurs un pays dans lequel aussi, c'est très paradoxal ça, on peut se dire c'est un pays argenté, etc., calme, c'est l'un des pays au monde où il y a le plus de suicides, et je pense que les dégâts sociologiques vont être, et je ne parle même pas des dégâts éventuels économiques et politiques, qui là, ça y est, là, on est à la frontière de ça, dès que les aides vont arrêter, les faillites vont arriver avec tout ce qui va s'en suivre, mais sur un plan psychologique, oui, c'est la question que posait Gilles, mon associé, c'est qu'est-ce que vous avez mis, vous, en place pour essayer de parer à ça? Et ouais, c'est compliqué, hein, trouver des breaks, trouver des respirations, etc. Mais on n'a pas beaucoup d'outils, surtout à distance, pour gérer cette crise-là.
Et je trouve qu'on est, enfin moi ce sera ma conclusion et je vous laisse conclure les uns et les autres après, c'est on est entré dans un monde de la fulgurance, fulgurance du talent où on peut poser des œuvres beaucoup plus vite, mais fulgurance de la descente aussi. Je me suis toujours dit, c'est en paraphrasant Andy Warhol qui parlait des 15 minutes de gloire, on va bientôt vivre des entreprises qui vont devenir des unicornes en quelques mois, puis quelques semaines, puis quelques heures, et on aura bientôt, comme en microfinance, là où on a des microsecondes pour prendre une décision financière, des choses qui vont être d'une violence inouïe. D'ailleurs, Elon Musk le disait encore ce matin, il disait, notre cours est complètement fou, si le moindre analyste change sur notre capacité à réaliser les analyses dithyrambiques, notre cours va se dégonfler comme un soufflet. Donc, on est dans un monde qui, pour moi, est quand même d'une ultra-violence. Et c'est vrai qu'en termes commercial, ouais, c'est plein d'opportunités, mais pour les saisir, il faudra encore que l'être humain ne se déchire pas dans sa toile psychologique. Et pour moi, cette toile psychologique, même si c'est toutes les théories du structuralisme notamment qui le disent. L'être humain, avant tout, c'est un être humain, enfin, c'est un être qui s'adapte. C'est ce qui fait d'ailleurs notre pensée. Mais là, je pense qu'on est sur un point d'adaptation, pour moi, qui est à la limite du point de rupture. On est là, le cycle, il s'accélère, il s'affole. Et probablement, quand la crise sanitaire sera passée, il faudra penser ces plaies-là et repenser nos mondes. Alors, avec quel degré de profondeur on en parlait tout à l'heure avec toi, Eric, je ne sais pas, mais selon moi, ça va être intéressant de ce point de vue parce qu'il y aura des pensées profondes qui vont se mettre en place. Lesquelles, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, on espère une petite pause dans le sprint long que nous a imposé en tant que manager le Covid-2, entre guillemets. Mais j'aimerais que là, contrairement au sequel, il n'y ait pas le 3, là. On verra. À vous de conclure. Je vous laisse la parole. Et merci encore à toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Quasiment l'intégralité des gens qui nous ont rejoints il y a 1h30 sont toujours là avec nous. Allez-y, au choix sur vos conclusions. Je vois Richard, par exemple. Moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que moi, je le vois 2021. C'est vrai. Je pense que le point que tu lèves, qui est il faut ménager les gens et il faut se ménager, c'est absolument critique. Maintenant, je pense qu'il y a des quand on regarde là où on en était en début d'année, avant même qu'on sache qu'on allait être confiné, etc. On savait qu'il y avait des problèmes fondamentaux. Oui. On avait, enfin, et mon point ici, c'est de dire, je trouve que la crise libère plutôt que de frustrer, elle libère des comportements. Et dans ce sens-là, elle va libérer le fait que les gens vont considérer plus leur situation personnelle que leur situation professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, il faut avoir des messages qui sont percutants, qui sont relevant, comme on dit en anglais, faut vraiment être des choses qui apportent vraiment de la valeur. Et on est beaucoup moins dans le flonflon, on va dire. Enfin bon, j'espère quelle est la bonne expression. Et dans ce sens-là, je pense que, par exemple, et je vais prendre l'exemple du climat. L'exemple du climat, on était aujourd'hui, alors je ne vais peut-être pas prendre la bonne image, mais aujourd'hui, on est à la fin de l'année 2020, on est tous devenus des, comment elle s'appelle, Thunberg. Thunberg, on est qui, et même maintenant, ça y est, les États-Unis s'y mettent, etc. On est en train de le devenir, et ça s'est passé en un an. Grâce au Covid, je ne sais pas, mais en tout cas, avec l'effet Covid a été un accélérateur. Donc, je pense qu'il y a quand on regarde, et tu parlais de talent, tu parlais de jeunes, aujourd'hui, on est challengé de plus en plus par les jeunes sur les valeurs de l'entreprise, sur le pourquoi on bosse. Et je pense que là, c'est dans ce sens-là que j'utilise plutôt le mot libérateur qui va accélérer des changements, des bons changements. Des bons changements, mais sur lesquels il va falloir qu'on construise une entreprise qui accommode justement ses priorités qui sont aussi personnelles et
à la fin pour donner de meilleurs résultats. Et maintenant, effectivement, ça nécessite de l'adaptation, ça nécessite, on va dire, j'aime bien le mot caring en tant qu'employeur. Il faut faire attention aux gens, il faut faire attention à leur situation personnelle, plus qu'on ne le faisait avant. Parce qu'avant, on était plus dans un peu un employé est un employé. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Il faut qu'on soit beaucoup plus spécifique, percutant et puis inclusif, et avec des missions qui ont plus de purpose. Tu devrais faire carrière dans la pub. Je crois qu'il est temps que tu quittes le monde de l'assurance. Tu vois, je te verrais bien là. Tu conclus comme pourrait conclure Eric. Alors, on va voir si Eric va conclure, tu vois, en assureur froid. Mais ouais, là, tu vois, on voit cette notion de libération est ouais, très, très intéressante. Merci beaucoup. Eric ou Alexandre, un dernier mot? Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Richard dit quelque chose de très juste sur la nécessité de s'occuper, on va dire, d'être attentif, bienveillant et généreux. Je pense que pour moi, c'est ce que cette crise a créé de très profond. Tous les plus beaux objectifs, les plus beaux plans qu'on peut construire ne tiendront pas si on n'arrive pas à vraiment, j'allais dire, donner être dans la proximité, la bienveillance, la motivation au sens noble du terme, donner du sens à ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'est le plus gros challenge qu'on a affronté, donc, clairement. Et je sais que si on réussit ça, on peut être très agile dans les disruptions qu'on peut poser, on peut être on va dire, très rapide et très mobilisé dans les efforts commerciaux, pour revenir au thème de ta causerie. Mais je crois que c'est vraiment essentiel de donner du sens, de donner du sens au job, à ce qu'on fait, de réexpliquer à tout le monde le sens de ce qu'on fait, d'être dans la bienveillance. C'est compliqué parce qu'en même temps, moi, je trouve que c'est très dur. Parce que plus on est tendu, plus on est pressurisé, plus c'est difficile de faire ça. Et si on est honnête, moi, c'est ce que je trouve de plus difficile dans cette période. C'est-à-dire se ménager soi-même et être capable de ménager les autres. Et voilà, et donc c'est ce que j'essaye de faire, ce qui est compliqué. Et je pense que c'est pour moi l'enjeu clé pour tout le monde en 2021, enfin en tout cas pour beaucoup de monde. Merci. Ben, toi, de ce point de vue-là, tu as un beau métier parce que tu vendais des produits. Là, tu as quand même un effet de caisse de résonance pour toi, pour la société, pour tes clients. Donc, évidemment, c'est à chacun à la modeste mesure de nos entreprises. Mais quand même, toi, là, ta caisse de résonance de ces tendances dont tu parlais, eh bien, elle va prendre son plein sens. Donc, tes équipes, là, elles auront des messages à porter. Elles les porteront, je pense, encore plus haut et fort qu'elles le faisaient avant. Tu as raison, mais ça veut dire aussi, par exemple, s'impliquer sur des causes. Nous, on essaye d'aider des causes. Enfin, on se sert du pouvoir de la com pour aider des causes. Et voilà, et je constate un appétit très fort dans les équipes de s'impliquer sur ce type de sujet-là, pas juste pour nos grands clients, ils le font aussi pour nos grands clients, mais ils ont envie de faire ça. Donc le sens, c'est ça. Et après, cette envie-là, elle existe, et il faut y répondre, hein, sinon ils vont voir ailleurs, surtout quand ils sont jeunes, comme le disait Richard. Donc, mais au-delà de ça, après, dans le day-to-day, c'est justement arriver à être et stressé et bienveillant. Donc ça, c'est pas simple. Belle synthèse. Et quid de la Suisse, puisque j'entendais une des représentantes de la FER, la Fédération des entreprises romandes, ce matin. C'était une causerie parisienne où tout allait mal, entre guillemets, parce qu'on est français. Et du coup, il y avait la dame de la FER qui disait « Ah non, ben nous, non, c'est tout bon pour 2021 ». Donc, c'était waouh, c'était la barre ovomaltine. Et donc, toi, quelle est ta conclusion, Alexandre? J'espère que tu ne vas pas être stressé. Rassure-nous. Et puis surtout, je ne vais pas faire trop long, parce que je pense qu'on a aussi dit qu'on est un peu fatigué des fois devant les écrans.
Mais moi, je terminerai un peu aussi ce que vous avez dit avec ce côté caring et puis avoir du sens. C'est vrai qu'on dit très souvent actuellement la phrase « prenez bien soin de vous ». Oui. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que je vois 2021 avant tout, aussi au niveau commercial. Sharing is caring, comme on dit aussi. On n'a jamais eu, nous, cette année, aussi peu de churn. On parle toujours du churn pour les opérateurs. Donc oui, le taux de rétention, on n'a jamais eu aussi peu de clients qui nous ont quittés. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de quitter son prestataire classique parce qu'il faut surtout prendre le risque par ces temps de corona de faire des projets de transformation avec des gens qu'on connaît beaucoup moins. Donc moi, mon message vraiment aussi d'espoir, c'est prenez soin de vous, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin de nos employés, ils vont aussi bien nous le rendre. Oui. Et puis surtout, prenons soin de nos clients plus que jamais. Oui. Parce que comme on dit, les low-hanging fruit là, dans la vente, les pommes les plus basses de l'arbre, je pense que c'est surtout celles qu'il faudra accueillir au premier en 2021, surtout au printemps. Et puis après, espérons que le printemps bourgeonne, qu'effectivement la situation sanitaire globale s'améliore. Et là, je crois qu'on va repartir aussi à la chasse, peut-être plus que jamais. Il y aura sûrement aussi des rattrapages à faire. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur nos employés, nos clients actuels. Et puis, voilà, les jours meilleurs vont revenir, j'en suis sûr aussi. Merci, messieurs. C'était un beau moment, comme toujours. Et voilà, on se tient à la disposition de chacun pour poursuivre. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, chacun dans vos pénates, et retournons à nos familles respectives. Merci encore pour votre temps et l'écoute. Merci Jean-Charles, merci à tous. À tout bientôt. Ciao. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.